Chapitre 1. Le jour où ma voix a parlé. J'étais seule dans ma cuisine, un soir ordinaire, et je préparais mon dîner avec l'énergie d'une personne fatiguée mais déterminée. Je coupais des légumes, je faisais chauffer l'eau, et je pensais à autre chose, comme d'habitude. Puis, sans prévenir, ma voix a sorti des mots en français, à voix haute, sans effort dramatique et sans grand discours intérieur. Je me suis entendu dire, je coupe les légumes, je fais chauffer l'eau, et le dîner sera prêt bientôt. Ce n'était pas parfait, mais c'était naturel, et surtout, ce n'était pas une performance. À ce moment-là, j'ai compris quelque chose qui m'a surpris. Parler français seul n'était pas une idée bizarre, c'était une compétence qui se construisait. Je m'appelle Emma, j'ai 25 ans, je viens de Boston, et pendant longtemps j'ai cru que parler demandait forcément un partenaire. Je pouvais lire, je pouvais écouter, je pouvais écrire un peu, mais ma bouche restait silencieuse parce que j'attendais des conditions idéales. Ce soir-là, j'ai eu la preuve que les conditions idéales n'existent pas, et qu'on peut apprendre à parler même quand on est seul. Je vais te raconter comment j'y suis arrivée, étape par étape, sans professeur, sans séjour en France, et sans conversation quotidienne avec quelqu'un. Et au milieu de cette histoire, je te donnerai la phrase la plus simple que j'ai répétée chaque jour, une phrase qui a tout débloqué quand je ne savais plus quoi dire. Pour l'instant, retiens juste ceci. Je n'ai pas trouvé la confiance, j'ai construit un système qui fabriquait la confiance à ma place. Si tu as déjà compris beaucoup de choses en français, mais que tu n'oses pas parler, la suite va te servir immédiatement. Je te promets une chose. À la fin, tu sauras exactement quoi faire demain pour commencer à parler, même seul, même timidement. Et pour comprendre pourquoi cela marche, il faut d'abord détruire l'erreur qui m'a bloqué pendant des années. Chapitre 2. Le mensonge de la confiance. Pendant longtemps, j'ai cru à une règle imaginaire, je parlerai quand je me sentirai prête. Je pensais que la confiance devait arriver en premier, puis que la parole suivrait tranquillement, comme une conséquence logique. En réalité, je faisais l'inverse de ce qui fonctionne, et je le faisais avec beaucoup de sérieux. Je lisais encore un chapitre de grammaire, j'apprenais encore une liste de mots, et je me disais que je parlais déjà un jour, dans un futur confortable. Ce futur n'arrivait jamais, parce que je confondais la connaissance passive avec la capacité active. Comprendre une phrase et produire une phrase sont deux sports différents, et mon cerveau ne s'entraîne pas tout seul à produire. Ce que je n'avais pas compris, c'est que la confiance est souvent le résultat du mouvement, pas le ticket d'entrée. Quand tu attends la confiance, tu restes immobile, et quand tu restes immobile, tu ne récoltes jamais l'épreuve qui crée la confiance. Je me souviens d'une soirée où j'étais seule dans ma chambre, avec un texte simple devant moi, et j'ai essayé de le lire à voix haute. Après 2 lignes, je me suis arrêtée, non pas parce que c'était difficile, mais parce que je me sentais ridicule d'entendre ma propre voix. Je me suis dit, je vais d'abord être meilleure, et après je parlerai. Cette pensée a l'air raisonnable, mais elle est toxique, parce qu'elle repousse toujours le premier vrai pas. Alors j'ai décidé de changer la question. Au lieu de demander, suis-je prête à parler? J'ai commencé à demander, quelle est la plus petite parole possible aujourd'hui? Cette question a ouvert la porte de la première règle, et cette règle a changé ma manière de pratiquer. Si tu veux parler seul, tu n'as pas besoin d'un grand courage, tu as besoin d'un petit démarrage. Et ce démarrage est précisément ce que j'ai appris à fabriquer. Chapitre 3. Parler plus petit que la peur.
Au début, je voulais parler en longues phrases, comme si je devais prouver quelque chose à un public invisible. C'était une erreur, parce que la peur adore les grands objectifs, et elle déteste les micro-objectifs. J'ai donc établi une règle simple. Ma parole devait être plus petite que ma peur, au point de passer sous le radar de mon stress. Concrètement, j'ai commencé par une phrase unique, puis 2, puis 3, et je m'arrêtais avant que mon cerveau ne déclenche l'alarme. Je ne cherchais pas l'exploit, je cherchais la répétition. Quand une action est petite, tu peux la refaire demain, et après-demain, et c'est là que la magie arrive. J'ai choisi des phrases extrêmement ordinaires, parce que le but n'était pas d'être impressionnante, le but était d'être régulière. Je disais des choses comme « je suis fatigué, je vais boire de l'eau, et je vais continuer ». Ce n'était pas une belle conversation, mais c'était de la parole, et mon cerveau commençait à reconnaître le geste. Le deuxième bénéfice est venu très vite. Je me suis surprise à parler sans négociation intérieure. Je n'avais plus besoin de me convaincre pendant 10 minutes, parce que l'effort était minuscule. Si tu veux copier cette partie, choisis une seule situation qui revient tous les jours, et place une phrase dedans, comme une clé que tu utilises sans y penser. Pour moi, c'était souvent la cuisine, parce que je m'y retrouve même quand je suis épuisée. Mais une fois que tu peux parler un peu, un autre problème apparaît, et il est cruel. Tu t'arrêtes parce que tu traduis trop. C'est à ce moment-là que j'ai changé de stratégie, et cette stratégie m'a libérée. Chapitre 4. Arrêtez de traduire. Commencez à recycler. Mon blocage principal n'était pas le manque de mots, c'était le temps de fabrication des phrases. Quand je voulais dire quelque chose, je construisais chaque phrase à partir de zéro, comme si j'écrivais une dissertation dans ma tête. Cette fabrication est lente, fatigante, et elle fait exploser la peur, parce qu'elle crée du silence. La solution a été de recycler des structures simples, encore et encore, jusqu'à ce que ma bouche sache quoi faire avant que mon stress n'intervienne. J'ai créé une petite banque de phrases réutilisables, des phrases qui s'adaptent à beaucoup de moments. Par exemple, je vais, je dois, je veux, je peux, et je les remplissais avec le minimum. Je ne cherchais pas la variété, je cherchais la solidité. Le recyclage a un effet incroyable. Il transforme le français en gestes automatiques, au lieu de le laisser au niveau des idées abstraites. Et il y a un détail important. Quand tu répètes une structure, tu n'as pas l'impression de recommencer à zéro chaque jour. Tu as l'impression de continuer une même route, ce qui augmente naturellement ta motivation. Cependant, même avec des phrases recyclées, j'ai rencontré un autre mur. Je parlais 2 phrases, puis je ne savais plus quoi dire. C'était le problème du silence, et ce problème a failli me faire croire que je n'étais pas faite pour parler. Heureusement, j'ai trouvé une manière très simple de ne jamais manquer de sujet, même seul. Chapitre 5. Le problème du silence. Le silence est un ennemi discret, parce qu'il arrive après un bon départ. Tu commences à parler, tu te sens fier pendant 10 secondes, puis tu bloques, et ce blocage efface toute ta fierté. Je croyais que, pour parler, il fallait avoir une idée intéressante, comme dans une vidéo ou une discussion brillante. En réalité, il suffit d'avoir un sujet, même banal, parce que le but est de pratiquer le mouvement de parler. J'ai donc construit un générateur de sujets basé sur la vie réelle. Je ne cherchais pas des thèmes intellectuels, je décrivais ce que je faisais,
ce que je voyais, et ce que j'allais faire ensuite. Je regardais une tasse et je disais, je prends la tasse, je vais boire, et ensuite je vais ranger. Je regardais ma fenêtre et je disais, il pleut, le ciel est gris, et je vais rester à l'intérieur. C'est simple, mais c'est puissant, parce que la vie te donne un sujet à chaque seconde. Si tu veux un test rapide, pose-toi une question. Quel moment de ta journée revient toujours, même quand tout est chaotique? Choisis ce moment comme ton terrain d'entraînement, et tu auras un point de départ stable. Mais une fois que tu sais quoi dire, tu peux ressentir une nouvelle peur. Tu as l'impression de mal prononcer, et tu n'as personne pour te corriger. C'est là que j'ai construit ma routine de prononciation, et elle ne demandait aucun partenaire. Chapitre 6. La prononciation sans partenaire. Je vais être honnête, je détestais entendre ma voix en français au début. Je me trouvais lente, étrange, et je voulais arrêter avant même de commencer. Le problème, ce n'est pas que tu prononces mal, c'est que tu entends la différence, et ton cerveau transforme cette différence en honte. J'ai donc remplacé la honte par un jeu très simple, l'écho. L'idée est claire. Tu choisis une phrase courte que tu comprends, tu l'écoutes, puis tu la répètes immédiatement. Tu ne fais pas un discours, tu fais une imitation rapide, comme un miroir qui répond. Cette méthode réduit le temps de réflexion, et elle te force à utiliser ton corps, pas seulement ton cerveau. Je ne faisais pas cela pendant 1 heure, parce qu'1 heure crée de la résistance. Je le faisais par petites touches, plusieurs fois, et j'acceptais que ce soit imparfait. Au fil des répétitions, certaines sonorités sont devenues familières, et mon stress a diminué. Un jour, j'ai remarqué que je ne cherchais plus à bien prononcer, je cherchais à être comprise par moi-même. C'était un changement énorme, parce que ça m'a donné le droit d'exister en français. Mais après la prononciation, il reste un problème qui détruit beaucoup de gens. On parle, mais on parle comme un robot. Et j'ai vécu ce problème très clairement. Chapitre 7. Sortir du mode robot. Je parlais, mais je parlais en morceaux rigides, avec des pauses qui n'avaient rien à voir avec le sens. Je pensais que j'apprenais le français, mais en réalité je jouais à l'élève parfaite qui lit un texte lentement. Un jour, j'ai eu une phrase simple, et je l'ai dite avec une intonation étrange, comme si chaque mot était isolé. Je me suis arrêtée et je me suis dit, je ne veux pas seulement parler, je veux que la parole coule. C'est là que j'ai commencé à travailler la fluidité, pas la perfection. La fluidité, c'est la capacité de continuer, même avec des erreurs, même avec des trous, et surtout sans t'effondrer au premier doute. J'ai donc entraîné le rythme, en parlant avec des groupes de mots au lieu de parler mot par mot. Je faisais attention à respirer au bon endroit, et je répétais des phrases qui revenaient souvent dans la vie quotidienne. Le résultat a été étrange et merveilleux. Ma voix s'est mise à avancer, et mon cerveau a arrêté de vérifier chaque syllabe. Mais juste après ce progrès, j'ai rencontré une étape dangereuse, le plateau. Je parlais plus, mais je ne sentais pas de progrès, et c'est là que beaucoup de gens abandonnent. Chapitre 8. Le plateau qui décourage. Le plateau, c'est quand tu fais les efforts, mais ton cerveau refuse de te donner une récompense émotionnelle. Tu te dis, je parle tous les jours, alors pourquoi je me sens encore bloqué? J'ai vécu ce moment, et j'ai commencé à douter de tout, même du système qui marchait.
La solution n'a pas été de travailler plus, la solution a été de mesurer autrement. Au lieu de mesurer la fluidité, comme une impression vague, j'ai mesuré des choses concrètes. Par exemple, je comptais combien de secondes je pouvais parler sans m'arrêter. Je ne cherchais pas 30 minutes, je cherchais 30 secondes, puis 40, puis 50. Cette mesure est intelligente, parce qu'elle te donne une preuve, même quand tu te sens nul. Et quand tu as une preuve, tu continues, même si ton humeur est mauvaise. Avec cette nouvelle mesure, j'ai retrouvé une sensation de progression, mais un autre besoin est apparu. Je voulais de la pression, sans avoir de public. Je voulais une obligation douce, quelque chose qui me pousse, sans me faire peur. Chapitre 9. Créer de la pression sans public. Je n'avais pas de partenaire, et je ne voulais pas dépendre de quelqu'un pour avancer. Alors j'ai créé une règle qui semble simple, mais qui change tout, je ne voulais plus de journée zéro. Une journée zéro, c'est une journée où tu n'as pas prononcé une seule phrase à voix haute. Je me suis engagée à parler au moins une phrase par jour, même si c'était une phrase minuscule. Cette règle a un effet psychologique puissant. Elle protège ton identité, parce que tu restes la personne qui parle. Même si tu parles peu, tu n'arrêtes pas, et cette continuité te rend beaucoup plus solide que les grandes séances rares. Quand j'avais une journée horrible, je disais une phrase en me brossant les dents, et je considérais que j'avais gagné. Ce n'était pas une performance, c'était une preuve. À ce moment-là, j'ai compris quelque chose. Pour parler seul, il faut que la parole devienne automatique, comme un réflexe. Et pour rendre un réflexe stable, il faut l'attacher à la vie, pas à la motivation. C'est ce que j'ai fait ensuite, et c'est là que mon système est devenu vraiment durable. Chapitre 10. Attacher la parole à la vie. J'ai choisi des moments fixes de la journée, parce que les moments fixes ne demandent pas de décision. Je parlais au réveil, je parlais en préparant à manger, je parlais quand je rangeais, et je parlais en marchant dans mon appartement. Je ne faisais pas des discours, je faisais des petites descriptions, puis je recyclais mes structures. L'idée est simple, si la parole dépend d'un moment fixe, elle arrive même quand tu n'as aucune envie. Je me suis aussi servi des temps morts, ces minutes où tu attends, où tu te déplaces, où tu fais une tâche mécanique. Au lieu de remplir ces minutes avec le silence, je les remplissais avec une ou deux phrases. Quand tu fais ça, la parole devient une habitude, et ton cerveau arrête de négocier. C'est à ce stade que j'ai eu l'impression de respirer en français, comme si le français était toujours présent. Et c'est là que je dois te rappeler quelque chose. Il y avait une phrase qui jouait le rôle de déclencheur, une phrase qui m'a sauvée quand je ne savais plus quoi dire. Je ne te l'ai pas donnée encore, parce que je voulais que tu comprennes d'abord le terrain, sinon tu l'aurais sous-estimé. Mais avant de te la révéler, je dois raconter le jour où j'ai failli tout abandonner, parce que ce jour-là m'a appris la règle la plus importante. Chapitre 11. Le jour où j'ai failli abandonner. Ce jour-là, j'étais épuisée, et ma tête était pleine de stress. Je suis rentrée chez moi, j'ai posé mes affaires, et j'ai pensé que je n'avais pas la force de parler, même une phrase. J'ai quand même essayé, parce que je voulais respecter ma règle de la journée non zéro. J'ai ouvert la bouche, et tout sonnait faux. Je me suis entendue, et je me suis jugée, et ce jugement m'a donné envie de m'arrêter immédiatement.
À ce moment précis, mon cerveau a proposé une solution facile, abandonner, et recommencer, quand j'aurai plus d'énergie. Je connais très bien cette voix, parce que c'est la même voix qui m'a empêché de parler pendant des années. J'ai donc fait autre chose. Au lieu de me forcer à parler longtemps, j'ai utilisé un petit texte de reprise, une sorte de mini-plan qui ne demande presque rien. Je me suis dit, je vais juste dire 3 phrases, puis j'ai le droit d'arrêter. Et ces 3 phrases étaient banales, mais elles étaient suffisantes pour relancer le mouvement. Quand j'ai fini, je n'étais pas devenu fluide, mais j'avais gagné la journée, et j'avais protégé mon identité. Ce soir-là, j'ai compris que mon système devait me pardonner vite, sinon je finirais par éviter la parole. C'est là que j'ai construit la règle suivante, et cette règle a rendu le système presque indestructible. Chapitre 12. Un système qui pardonne vite. Quand tu apprends seul, tu ne peux pas te permettre de te punir, parce que la punition crée l'évitement. J'ai donc conçu la parole comme une porte toujours ouverte, pas comme un examen. Mon texte de reprise était simple. Je disais ce que je faisais, ce que je ressentais, et ce que je ferais ensuite. Cela me donnait 3 phrases immédiates, sans recherche, et ça suffisait pour redémarrer. Ensuite, si j'avais de l'énergie, je continuais, et si je n'en avais pas, j'acceptais d'arrêter sans honte. Cette règle est cruciale, parce qu'elle transforme les jours difficiles en jours d'entraînement, au lieu de les transformer en preuves d'échec. Et c'est exactement ce qui m'a manqué dans mes anciennes méthodes. Elles exigeaient une version parfaite de moi-même. Maintenant, je bâtissais un système pour mes jours faibles, et mes jours forts devenaient naturellement faciles. Tu vois comment tout se tient. Les micro-phrases réduisent la peur, le recyclage réduit la fabrication, le générateur de sujets réduit le silence, et le texte de reprise réduit la honte. Il restait encore une pièce essentielle. Je devais arrêter de penser en mots isolés, et je devais commencer à parler en groupe. C'est ce changement qui a fait décoller ma fluidité, même sans personne en face de moi. Chapitre 13. Parler en groupe de mots. Au début, j'apprenais des mots comme des objets séparés, et je me demandais pourquoi je restais lente. Le problème, c'est qu'en conversation, tu n'utilises pas des mots, tu utilises des ensembles qui reviennent tout le temps. J'ai donc commencé à collecter des groupes de mots, des petites unités prêtes à l'emploi. Par exemple, au lieu d'apprendre seulement je pense, je gardais je pense que. Au lieu d'apprendre seulement j'ai, je gardais j'ai besoin de. Ces groupes donnent de la vitesse, parce qu'ils éliminent une partie de la construction. Et surtout, ils donnent de la stabilité, parce que tu n'as pas à inventer une phrase complète pour commencer. J'ai choisi quelques groupes, je les ai mis dans ma banque de recyclage, et je les ai utilisés partout dans la journée. Quand tu fais ça, tu ressens une sensation étrange. Ta voix avance d'elle-même, comme si elle suivait des rails. C'est à ce moment-là que j'ai compris pourquoi la phrase déclencheuse était si puissante. Elle ne donne pas seulement un sujet, elle active tout le système d'un coup. Maintenant, je peux enfin te la dire, et tu vas voir à quel point elle est simple. Chapitre 14. La phrase qui débloque tout. La phrase que je répétais chaque jour était une question. Quand je ne savais pas quoi dire, quand j'étais fatiguée, ou quand je me sentais gênée, je me posais cette question, qu'est-ce que je fais maintenant? Cette question est un déclencheur, parce qu'elle te donne immédiatement un sujet, sans effort créatif.
Et la réponse te donne automatiquement une phrase, puis une deuxième, puis une troisième. Si je répondais « je prépare mon dîner », je pouvais continuer « je coupe les légumes », puis « je vais manger bientôt ». Cette question connecte tout. Elle te pousse à parler petit, elle favorise le recyclage, elle élimine le silence, et elle transforme la vie en matière première. Elle est simple, mais elle est efficace, parce qu'elle fonctionne dans une cuisine, dans une chambre, dans la rue, et même quand tu n'as aucune inspiration. C'est pour cela que je l'ai gardée au centre de mon système. Quand tu as un déclencheur clair, tu n'attends plus une idée brillante, tu commences avec la réalité. Maintenant que tu connais la phrase, je veux te donner la méthode complète, sous une forme que tu peux copier, sans te poser 1000 questions. Tu n'as pas besoin d'un grand plan compliqué, tu as besoin d'une structure courte que tu peux répéter chaque jour. Chapitre 15. La méthode complète en 3 parties. Ma méthode tient en 3 parties, et je l'ai construite pour mes jours de faible énergie. Première partie. J'attache la parole à un moment fixe, comme le réveil ou la cuisine, pour éviter la négociation. Deuxième partie. J'utilise la question « Qu'est-ce que je fais maintenant ?» pour générer un sujet instantanément. Troisième partie. Je recycle mes structures et mes groupes de mots, afin de parler plus vite sans fabriquer chaque phrase. Quand ces 3 parties se répètent, ton cerveau comprend que parler n'est plus une décision rare, mais un geste quotidien. Je veux insister sur un point. La force du système vient de la répétition, pas de la quantité. Si tu fais cela 10 minutes une fois par semaine, tu restes dans le monde de l'effort. Si tu fais cela 1 minute par jour, tu entres dans le monde de l'automatisme. Et c'est l'automatisme qui te donne la sensation de parler naturellement, même seul. Maintenant, je vais te montrer comment cette méthode s'insère dans une journée entière, parce que c'est souvent là que les gens se perdent. Ils comprennent le principe, mais ils ne voient pas où le mettre dans la vie réelle. Alors je vais te raconter ma journée, et tu verras comment la parole s'accroche à chaque moment. Chapitre 16. Une journée entière de parole. Le matin. Je commence petit, parce que le matin décide souvent de l'énergie du reste de la journée. Avant de sortir du lit, je me pose la question déclencheuse, puis je réponds avec 3 phrases simples. Je ne cherche pas la beauté, je cherche le démarrage, et ce démarrage me met sur la voie. Plus tard, pendant une tâche quotidienne, je fais la même chose, mais je recycle davantage mes structures. Je dis ce que je fais, je dis ce que je dois faire, et je dis ce que je vais faire ensuite, en restant dans des phrases courtes. Quand je me déplace dans mon appartement, je profite d'un temps mort pour dire une phrase, puis une autre. Ce sont des micro-moments, mais ils s'additionnent, et ils construisent une présence constante du français. Le soir, quand je suis fatiguée, je reviens au texte de reprise, parce que je ne veux pas que la fatigue casse l'habitude. Je dis 3 phrases, je ferme la journée, et je garde ma continuité. Et le lendemain, je recommence, parce que la répétition transforme la parole en réflexe. Si tu veux copier cette journée, tu n'as pas besoin de tout faire, tu as juste besoin d'un point d'ancrage. Mais il y a 3 problèmes qui reviennent chez presque tout le monde, alors je veux les traiter clairement, pour que tu ne sois pas surprise quand ils apparaissent. Chapitre 17. 3 problèmes qui essaient de t'arrêter. Le premier problème, c'est la sensation de faire semblant. Quand tu parles seul,
tu peux te dire que ce n'est pas une vraie conversation, donc que ça ne compte pas. La réponse est simple. Ce qui compte, c'est l'entraînement de ta bouche et de ton cerveau, et cet entraînement fonctionne même sans public. Le deuxième problème, c'est l'oubli des mots. Quand tu oublies un mot, tu peux te sentir bloqué, alors que tu pourrais continuer avec une autre structure. C'est pour cela que le recyclage et les groupes de mots sont si importants, parce qu'ils te donnent des rails, même quand ta mémoire hésite. Le troisième problème, c'est la rupture, quand tu rates une journée et que tu te dis que tout est perdu. C'est là que ton système doit pardonner vite, et c'est là que ton texte de reprise doit te sauver. Tu n'as pas besoin d'une perfection fragile, tu as besoin d'une continuité souple. Quand tu acceptes cela, tu arrêtes de te punir, et tu recommences plus vite. Maintenant, je veux revenir au point de départ, à cette scène de cuisine, parce que c'est une bonne manière de conclure. Je veux que tu comprennes que ce n'était pas un miracle, c'était le résultat logique d'un système répété. Chapitre 18. Une fin qui attrit une fois. Le soir où j'ai parlé naturellement dans ma cuisine, je n'ai pas gagné une médaille, mais j'ai gagné quelque chose de plus utile, une preuve. Cette preuve disait que ma voix pouvait exister en français, même imparfaitement, et même sans personne en face de moi. Depuis, j'ai compris que parler n'est pas un talent réservé aux extravertis, c'est une habitude que tu peux entraîner, comme n'importe quelle autre habitude. Si tu veux commencer demain, choisis un moment fixe, pose-toi la question « Qu'est-ce que je fais maintenant ?» Puis réponds avec 3 phrases simples. Si tu veux aller plus loin, ajoute le recyclage, ajoute quelques groupes de mots, et garde ton texte de reprise pour les jours difficiles. Et si tu veux une seule règle pour te protéger, garde la règle de la journée non zéro, même si ta parole est petite. Je te propose une action très simple. Écris en commentaire le moment fixe que tu choisis, parce que cette décision rend ton plan concret. Je te laisse avec une dernière idée, parce qu'elle m'a aidé quand je doutais, ta voix n'a pas besoin d'être parfaite pour être réelle. Ta voix a besoin d'un système, d'un déclencheur, et d'une répétition qui revient, même quand tu es fatigué. Si tu fais cela, la confiance viendra comme une conséquence, et tu n'auras plus besoin de l'attendre.